Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Éric Zemmour est officiellement candidat à la présidentielle de 2022 depuis le mardi 30 novembre. Il s'est dévoilé sur YouTube. Un début de campagne marqué par de nombreux faux pas, mais l'ancien journaliste est fortement médiatisé et il a été le premier candidat déclaré à réunir plus de 10 000 sympathisants pour un meeting. Nos meetings dérangent les journalistes. Vous êtes près de 15 000 personnes aujourd'hui. 15 000 Français qui ont bravé la haine des médias. Cet épisode de Code Source est raconté par Alexandre Sulzer, l'un des journalistes en charge de la droite et de l'extrême droite au sein du service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, on a choisi de commencer ce podcast juste après le second tour des élections régionales, dans la nuit du lundi 28 juin. Des affiches pro-Éric Zemmour fleurissent dans plusieurs villes de France. Oui, ce sont des affiches où il est écrit Zemmour président. On voit le portrait du polémiste sur un fond extrêmement sombre, très noir. Ils n'ont qu'une vingtaine d'années et ont déjà des idées bien arrêtées. Ce matin-là, dans Lyon, une opération de collage est menée par des membres de Génération Z. Z pour Zemmour, le mouvement lancé l'hiver dernier appelle le chroniqueur de télévision à se déclarer candidat à la présidentielle de 2022. C'est une grosse opération que mène Génération Z, la branche jeunesse des amis d'Éric Zemmour. Les régionales viennent de finir. Le Rassemblement national n'a gagné aucune région. Marine Le Pen, à ce moment-là, en tout cas, est en panne. C'est donc une façon d'appeler à la candidature d'Éric Zemmour, de faire une démonstration de force militante. Pendant l'été, beaucoup de journaux, dont Le Parisien, racontent que le journaliste de CNews et du Figaro envisage de se présenter effectivement à la présidentielle de 2022. Et pour cause, puisque Éric Zemmour s'interroge réellement, et d'ailleurs il fait plus que s'interroger, il est en train de s'organiser. Il y a une multitude d'élus plus ou moins proches de lui ou d'anciens responsables politiques qui disent qu'ils verraient bien sa candidature émerger. Il y a toute une dynamique qui s'enclenche, à laquelle Éric Zemmour n'est pas censé participer, et lui voit ça de loin, et il dit qu'il n'y est pour rien. En réalité, son entourage est bien à la manœuvre pour coordonner ses actions, mais pour faire croire que cet appel vient du tréfonds du pays qui vient le chercher. Dans la première quinzaine de septembre, Éric Zemmour quitte le Figaro et CNews choisit de ne plus lui confier d'émission parce que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lui demandait de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour comme un candidat déclaré. Le jeudi 16 septembre, il sort son nouvel essai intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot » et dans le cadre de la promotion de son livre, le vendredi 17 et le samedi 18, il est dans le Var, à Toulon, puis à Nice, au Palais des Congrès, où son intervention ressemble à un meeting. Le public qui est venu pour l'acclamer, dès qu'il entre en salle, c'est des applaudissements, des Zemmour président. Il livre sa version, sa vision très pessimiste de la France. On ne peut pas parler de violence policière sans délégitimer la police. Et si on délégitime la police, on délégitime l'État. Et si on délégitime l'État, on délégitime la France. Si on délégitime la France, on délégitime le peuple français, qui n'a plus qu'à être remplacé. Tout est fait vraiment pour que ça ressemble à un meeting politique et pas du tout à une rencontre littéraire, sauf que Éric Zemmour ne l'assume pas comme tel à ce moment-là. D'un mot, vous le voyez dans sa loge, à ce moment-là à Nice, il vous parle de l'élection présidentielle ? Oui, il fait croire que lui n'en a pas forcément envie, mais qu'on vient le chercher, et qu'il ne peut pas vraiment se défiler. Mais il ne cache pas évidemment qu'il est en train de s'organiser, même si officiellement la décision n'est pas encore prise. Beaucoup de journalistes parlent de lui dès ce mois de septembre. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce suspense et parce qu'il est clivant ? Les journalistes parlent de lui parce que est-ce qu'il ira, est-ce qu'il ira pas, ça crée une sorte de suspense. Ça, il l'a très bien compris. Éric Zemmour, il en joue. À 6 mois de la présidentielle, cette question. Quand Éric Zemmour va-t-il se déclarer candidat ? Éric Zemmour en position d'être qualifié pour le deuxième tour. Marine Le Pen craint-elle de perdre sa base historique alors qu'un homme, pas encore candidat, pourrait bien la doubler sur sa droite ? On voit que les sondages commencent à monter assez vite dans les intentions de vote et ça fait de fait d'Éric Zemmour la surprise de cette rentrée politique. Le jeu semblait figé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et donc évidemment les médias sont extrêmement friands
de cette surprise de campagne. Le 20 octobre, Éric Zemmour se rend au salon Millipol consacré à la sécurité, salon qui se tient à Villepinte en Seine-Saint-Denis et il est entouré de nombreux journalistes. C'est un salon auquel participent des acteurs du monde de la défense, mais également de la sécurité. Donc on est au cœur des fonctions régaliennes de l'État, donc c'est quelque chose auquel il tient énormément. Et là, il surprend un petit peu son monde en s'emparant sur un stand d'un fusil automatique qu'il pointe pour rigoler, dit-il, vers les journalistes. Ça rigole plus, là. La scène est symboliquement assez troublante puisque Éric Zemmour, qui ne cesse de dénoncer la bien-pensance, le prêt-à-penser médiatique, là désigne directement, même symboliquement, son ennemi. Et par ailleurs, il s'amuse avec une arme. Il ne la tient pas de façon très professionnelle, ce qui choque également les milieux de la sécurité, les policiers, les militaires qui, a priori, sont plutôt le cœur de son électorat. Quelques semaines plus tard, le 13 novembre, jour anniversaire des attentats de Paris et de Saint-Denis en 2015, il effectue un déplacement devant le Bataclan, la salle de concert où un commando de 3 terroristes a fait 90 morts et des centaines de blessés 6 ans plus tôt. Voilà, il a une petite minute de silence pour les victimes des attentats devant la caméra, reprochant aux journalistes présents de lui poser des questions, alors même que c'est lui qui les a invités. Et par ailleurs, en créant une polémique, puisque François Hollande, quelques jours avant, lors du procès des mêmes attentats, François Hollande a reconnu que les services de sécurité avaient identifié le danger que pouvaient représenter certains terroristes infiltrés parmi la vague de migrants. Donc ces services étaient au courant, mais il y avait l'incapacité d'identifier plus précisément ces terroristes. Et donc Éric Zemmour dit que la responsabilité est celle de François Hollande. Donc François Hollande, qui ne l'ignorait pas, il ne savait pas évidemment quel terroriste serait, mais il savait qu'il y aurait des terroristes, n'a pas protégé les Français. Il n'a pas fait son travail, qu'il a laissé faire en laissant les migrants rentrer sur le territoire français, alors même qu'en fait c'est une responsabilité européenne. Alors ça provoque un tollé évidemment de la classe politique qui s'offusque de créer une polémique à ce moment-là, dans ces conditions-là. Et même certains de ses soutiens trouvent que Éric Zemmour est allé trop loin et qu'il n'a pas été respectueux. Quelques jours après ça, le 17 novembre, Éric Zemmour est jugé à Paris pour ce qu'il a dit sur les mineurs isolés sur le plateau de CNews le 29 septembre 2020. En résumé, je cite, « Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, assassins, violeurs ». Fin de citation. Éric Zemmour n'est pas présent à l'audience. L'accusation demande une amende de 10 000 € pour ses propos qualifiés de méprisants et outrageants. Le jugement sera rendu le 17 janvier. Alexandre Sulzer, 2 jours plus tard, le 19 novembre, Éric Zemmour est en déplacement à Londres. Comment ça se passe ? Ça ne se passe pas très bien parce que Éric Zemmour devait donner une conférence au sein de la Royal Institution, qui est une société savante pluriséculaire dans un très beau bâtiment londonien. Ça avait du cachet, du prestige, mais à cause de son image, la Royal Institution décide d'annuler purement et simplement cette conférence. Il est obligé de réserver une salle dans un hôtel Ibis des faubourgs sud-ouest de la capitale, ce qui, à l'évidence, a beaucoup moins de gueule. Le 24 novembre, Éric Zemmour est une nouvelle fois à l'étranger, en Suisse, à Genève. Et là non plus, ça ne se passe pas très bien. La maire de la ville fait savoir que Éric Zemmour n'est pas le bienvenu. Il y a des manifestations, des contre-manifestations qui rassemblent quand même plusieurs centaines de manifestants. La réunion publique qu'il voulait organiser n'est plus possible et ça se fait en vase clos. À cette période, plusieurs personnalités qui partagent beaucoup de ses idées au départ, comme Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers ou encore Robert Ménard, le critiquent plus ou moins ouvertement. Oui, effectivement, Jean-Marie Le Pen dit qu'il n'est pas à la hauteur, alors que quelques semaines avant, il avait laissé entendre que ça pourrait être son choix pour la présidentielle. Philippe de Villiers, qui lui aussi avait laissé entendre qu'il serait présent à son premier meeting de campagne et qu'il le soutiendrait, assure qu'il ne viendra pas finalement. Et il met ça sur le compte de ses affaires économiques. Il dit que ça nuirait au business de son parc d'attractions au Puy du Fou, en Vendée. Et en revanche, Robert Ménard, lui, est toujours sur cette ligne, extrêmement hostile à Éric Zemmour, alors même qu'il est un ami depuis de nombreuses années, mais il assure qu'il est trop radical, trop clivant et qu'il ne peut pas gagner. Le 26 novembre, le magazine People Closer affirme que la conseillère politique d'Éric Zemmour, Sarah Knafo, est enceinte de lui. Sarah Knafo et Éric Zemmour annoncent aussitôt qu'ils portent plainte pour violation de la vie privée. Avant d'aller plus loin, Alexandre Sulzer, Sarah Knafo est effectivement la compagne d'Éric Zemmour. Rappelez-nous d'un mot qui est cette brillante conseillère âgée de 28 ans.
Sans le cœur du réacteur nucléaire de la campagne d'Éric Zemmour, le connaissait depuis qu'elle était étudiante à Sciences Po. Il l'a poussée à faire l'ENA. Elle a réussi, elle a intégré l'ENA, alors que lui-même, Éric Zemmour, n'avait pas réussi. Il a échoué 2 fois au concours d'entrée. Et après ce passage à l'ENA, elle a intégré la Cour des comptes. C'est elle, en réalité, qui a structuré sa campagne et qui l'a poussée à se présenter. Éric Zemmour n'est pas divorcé de la mère de ses 3 enfants. Est-ce que ça peut être un problème pour lui qui se présente en tant que conservateur ? Non, cette situation familiale un peu atypique, qu'elle soit connue du grand public, ça permet de l'évacuer assez tôt dans la campagne. Les conservateurs qui l'entourent, en tout cas, notamment je pense à Jean-Frédéric Poisson, qui est un allié du parti VIA, donc qui est l'ancien parti de Christine Boutin, eux-mêmes considèrent que c'est une affaire privée et que ça ne regarde personne, et disent on peut très bien défendre un modèle familial traditionnel sans être soi-même assujetti en quelque sorte à ce modèle. Alexandre Sulzer, le jour de cet article de Closer, le vendredi 26 novembre donc, Éric Zemmour descend dans le sud, à Marseille. L'objectif est de déambuler dans les rues pour discuter avec des citoyennes et des citoyens. Oui, le symbole est d'aller à Marseille, une ville qu'il dit être gangrénée par l'insécurité et par, dit-il, le grand remplacement. Pour une fois, d'ailleurs, Sarah Knafo est absente lors de la déambulation et c'est une ancienne élue du Rassemblement national totalement inconnue qui fait le tour du Panier, le quartier du centre-ville de Marseille aux polémistes. C'est un quartier qui ne lui est pas favorable, qui est dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon et il est interpellé, hué. Des antifas, des groupes d'opposants assez organisés viennent contester sa présence. Et Éric Zemmour n'a pas prévu de rencontre avec des commerçants. La seule interaction réelle qu'il aura avec un habitant, ce sera avec une Marseillaise qui lui fait un doigt d'honneur, auquel Éric Zemmour répond par un autre doigt d'honneur. Alexandre Sulzer, le mardi 30 novembre, Éric Zemmour met en ligne sur YouTube une vidéo. Alors c'est une vidéo qui est très attendue, c'est celle de l'annonce de sa candidature. Déjà elle est très longue, elle dure une dizaine de minutes, où l'on voit Éric Zemmour dans la peau quasiment Saint-Jean, le général de Gaulle, lors de l'appel du 18 juin 40. Il a un micro vintage qui rappelle celui du général de Gaulle, et derrière lui apparaît une bibliothèque avec de vieux grimoires qui font penser à la bibliothèque officielle de l'Élysée. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Entrecoupé d'images d'actualité souvent violentes, dépeignant une France qui serait submergée par l'immigration massive, par l'insécurité, par une forme de tiers-mondisation du pays. Et il se fait le candidat qui restaurera la France un peu à la manière d'un Donald Trump. Problème, d'un mot, son équipe n'a pas les droits de plusieurs séquences vidéo utilisées. L'équipe ne s'est pas embarrassée de savoir si les droits étaient utilisables ou pas, selon certaines séquences, ce qui crée déjà une polémique et qui instaure un doute un petit peu aussi sur son professionnalisme. Au-delà de ça, la vidéo est vivement critiquée par les autres politiques. Et effectivement, cette vidéo, quand même, est critiquée car elle est extrêmement sombre. À part dire qu'il veut restaurer un peu la France d'antan, il n'y a pas beaucoup de propositions et ça manque résolument d'optimisme. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Gilles Boulot. Le soir même, il est l'invité du journal de 20h de TF1 et le présentateur Gilles Boulot ne lui accorde pas de traitement de faveur. Il ne lui accorde pas de traitement de faveur, il ne lui accorde pas non plus de traitement de défaveur. Gilles Boulot n'est pas connu pour être un journaliste particulièrement complaisant. Donc il lui pose des questions sur les polémiques du moment, sur ses écrits, et auxquels Éric Zemmour d'ailleurs répond assez fidèlement, mais il n'impose pas lui-même les thèmes, quelques idées phares de son projet, comme l'aurait peut-être fait un homme ou une femme politique plus aguerri. Si demain vous êtes président et que vous avez un différend sur les zones de pêche autour de Jersey avec le Premier ministre britannique, est-ce que vous lui ferez un bras d'honneur, comme vous l'avez fait dimanche dernier ? J'ai souvenir de gestes, de mots de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et bien d'autres. Des doigts d'honneur ? Ils étaient des hommes d'État. Quand il finit l'interview, il reproche très amèrement à Gilles Boulot de ne pas l'avoir interrogé sur le fond. Merci Éric Zemmour d'avoir répondu à nos questions le jour de votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle, comme 600 000. Merci à vous.
Non, je trouve simplement que il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit avait trait à votre programme. Pas vraiment. Il me semble que si. Il me semble que non. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous. Ça finira même par un connard retentissant prononcé dans les couloirs de TF1. Tous les déboires qu'on vient d'évoquer, comment est-ce qu'ils sont perçus par sa grande rivale à l'extrême droite, Marine Le Pen ? Elle peut enfin souffler un petit peu. Elle a subi une rentrée quand même assez dure à cause d'Éric Zemmour et de son entrée fracassante dans l'atmosphère politique. Elle a perdu de nombreux points dans les sondages. Et elle avait décidé finalement de dire que Éric Zemmour serait trop clivant, ne serait pas assez professionnel et qu'il finirait un petit peu par lasser. Et c'est un peu ce qui est effectivement en train de se produire. Éric Zemmour mène une campagne de premier tour, à l'évidence. Il veut cliver le plus possible. Il va vraiment fédérer sa base. Or, Marine Le Pen, elle mène une stratégie de second tour déjà. Elle essaye de ne pas fédérer ses opposants pour le second tour, en misant sur une forme d'abstention. En tout cas, le plafond de verre que semble atteindre Éric Zemmour la conforte dans son analyse. Le dimanche 5 décembre, c'est le jour de son grand meeting à Villepinte, une date symbolique, c'est un 5 décembre, le 5 décembre 1976 que Jacques Chirac avait lancé le RPR, porte de Versailles. Alexandre Sulzer, vous êtes sur place à Villepinte pour Le Parisien. D'abord, il y a beaucoup de monde, même si la salle n'est pas remplie. Une dizaine de milliers de personnes. Dans la salle ont été disposés 12 500 sièges. Effectivement, ils ne sont pas tous occupés, mais on ne va quand même pas chipoter. C'est une démonstration de force militante réussie pour Éric Zemmour. Comment est accueillie sa conseillère, Sarah Knafo, quand elle arrive ? Sarah Knafo est accueillie comme une rockstar. Elle franchit la foule à un moment donné avant que le meeting ne commence et elle est acclamée par la foule qui l'a évidemment reconnue. Par contre, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Ils sont moins bienvenus que Sarah Knafo, je vous le confirme, certains refusant de répondre par principe aux journalistes. Il est vrai que leurs candidats n'arrêtent pas de conspuer les médias. Ça se passe quand même particulièrement mal pour l'équipe de Quotidien, l'émission de Diane Barthès sur TMC, qui est conspuée, chahutée. À un tel point que le service d'ordre d'Éric Zemmour est obligé de les exfiltrer pour leur propre sécurité. Ils reviendront un peu plus tard. Les équipes de Mediapart également rencontrent des difficultés avec certains des militants les plus radicaux. Après les prises de parole d'une dizaine de ses soutiens, dont les plus connus sont les politiques Jean-Frédéric Poisson ou encore Paul-Marie Couteau, Éric Zemmour fend la foule en direction de la tribune. Là, un homme réussit à tendre les deux bras vers lui pour l'enserrer. Il attrape le cou d'Éric Zemmour. Il est rapidement maîtrisé. On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un homme qui a sa carte du Parti Les Républicains depuis le mois de novembre. Alexandre Sulzer, décrivez-nous le début du discours d'Éric Zemmour. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Éric Zemmour arrive sur scène, il a des petites lunettes qu'on ne lui avait jamais vues, qui lui donnent un air un petit peu plus sérieux que d'habitude, un petit peu plus sage. Et il commence en disant qu'il ne sera pas candidat pour une alternance de plus, qu'il est le candidat d'une véritable reconquête de la France. La France devait continuer à tranquillement sortir de l'histoire et les Français devaient disparaître en silence sur la terre de leurs ancêtres. Mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Il parle de façon un peu nouvelle des musulmans en utilisant l'expression « frère ». Il considère que certains musulmans, s'ils s'assimilent complètement, peuvent être les frères des Français, à condition quand même qu'ils renoncent en partie à leur religion. Donc il y a quand même des énormes bémols, mais on voit qu'il a le souci d'arrondir un petit peu son image. Il s'impose comme une forme de candidat révolutionnaire et avec le terme de reconquête, il impose surtout d'emblée le nom de sa nouvelle formation politique, qui s'appelle Reconquête. Après 15 minutes de discours, des militants de l'association SOS Racisme se lèvent de leur siège au fond de la salle et dévoilent sur leur t-shirt noir le message « Non au racisme ». Ils sont violemment pris à partie. Oui, ça dure quelques secondes. Ils font une action militante anti-Zemmour, mais qui n'est pas une action violente, il faut quand même le préciser, même si elle vient
effectivement, elle a pour objet de perturber le meeting. Très vite, des personnes dans la salle qui seront identifiées plus tard comme étant, pour certains d'entre eux, des membres des Zouaves, un groupuscule d'ultra-droite parisien, leur foncent dessus, leur tombent dessus. Les militants s'interposent, il y a des échanges de coups et des chaises qui volent. On est des militants pacifiques, on s'est levés, on a levé notre pull sur lequel étaient des lettres qui faisaient la phrase non au racisme, on a levé le poing. Alexandre Sulzer, au bout du compte, qu'est-ce que vous retenez de ce premier meeting d'Éric Zemmour ? Alors on retient les violences qui viennent de fait entacher quand même le message. Pour beaucoup de personnes, ça montre qu'Éric Zemmour sera un candidat plutôt du désordre, de la guerre civile. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on retiendra. En revanche, Éric Zemmour a plutôt réussi de la vie générale son exercice d'un point de vue formel. Il a tenu un discours pendant 1h30 devant 10 000 personnes, ce qui est un exercice inédit pour lui. C'est pas du tout la même chose que d'être face à une personne sur un plateau de CNews. Mais en même temps, un discours extrêmement trumpiste, extrêmement violent, extrêmement populiste, où il se place comme ennemi du système, un système qui, dit-il, veut le tuer. Oui, la France est de retour. Vive la République et surtout, vive la France. 2 jours plus tard, le mardi 5 décembre, Éric Zemmour est l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans la matinale d'RMC et BFM TV. Le journaliste l'interroge sur plusieurs phrases choc lancées à la tribune pendant son meeting de Villepinte, notamment à propos du président sortant, Emmanuel Macron. Éric Zemmour assume les propos qu'il avait tenus l'avant-veille lors du discours de Villepinte. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout et le contraire de tout. Donc moi, je dis, oui, Emmanuel Macron, c'est le vide et c'est un adolescent qui n'est pas fini. Il assure que c'est un adolescent qui se cherche, qu'il n'a pas fait une mue idéologique, qu'il est extrêmement souple. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a pas de colonne vertébrale, qu'il ne croit pas en ce qu'il dit, qu'il pratique le double langage du en même temps. Mais comme d'habitude avec Éric Zemmour, c'est sur un mode extrêmement violent, extrêmement radical que cela est formulé. Le samedi 11 décembre, Philippe de Villiers a finalement officialisé son soutien à Éric Zemmour en l'accompagnant dans un déplacement en Arménie. J'ai répondu à l'invitation d'Éric, mon ami. Plus je regarde Éric, plus je me dis, ce qu'il défend, c'est ce pourquoi je vis. C'est ce pourquoi je souffre. Il défend la civilisation. Quand je le vois parler, quand je le vois braver à la fois les menaces et les colibés, je me dis, cet homme est courageux. Alexandre Sulzer, malgré tous ses faux pas dans ce début de campagne, les journalistes ont beaucoup parlé d'Éric Zemmour, et évidemment nous y compris bien sûr. C'est déjà une victoire pour lui ? Ça a permis indéniablement de lancer sa campagne, mais en même temps, cette saturation médiatique a quand même aussi lassé. Aujourd'hui, Éric Zemmour a saturé les ondes et il n'est pas sûr que par sa radicalité et par son hyper-présence médiatique, il ne finisse pas par lasser, voire inquiéter le public. Merci Alexandre Sulzer. La présidentielle 2022 est à suivre sur leparisien.fr et nous y consacrons régulièrement des épisodes de Code Source. Vous pourrez facilement trouver sur votre application nos podcasts sur Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou encore Anne Hidalgo. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.